tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec l'AS Monaco et les derniers préparatifs avant la finale de la Coupe de la Ligue. Nous parlerons d'une expédition qui rendra hommage aux grands explorateurs. Nous irons à l'école des Rêvoirs qui a lié un partenariat avec le NMNM. Nous suivrons les ballets de Monte-Carlo hors les murs au Théâtre National de Nice. Et enfin, nous rencontrerons les Blue Man Group dans le Focus Info de ce jeudi. En ouverture de ce journal, parlons football. L'AS Monaco affrontera le Paris Saint-Germain à Bordeaux ce samedi. Il s'agira de la finale de la Coupe de la Ligue. Émilie Rousseau a assisté aux derniers préparatifs. Comme un air de déjà-vu, pour la deuxième année consécutive, la finale de la Coupe de la Ligue opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Un match qui a déjà débuté dans la presse avec les rumeurs de transfert. Les noms de Jardim et de Fabinho auraient circulé dans les couloirs du PSG, tandis qu'un retour de Glick a été évoqué en Italie. Interrogé à ce sujet, le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, est revenu sur ses on-dit. J'ai vu les rumeurs sur Leonardo Jardim, Glick et hier sur Fabinho. Bon, ça me fait plutôt sourire que ça sort 2 à 3 jours avant la finale. Mais bon, chacun travaille différemment. Et ici, je peux vous rassurer que ça ne nous touche pas. Tout le monde est à 100% concentré sur la finale. Et y compris les joueurs cités. Et Fabinho, il a demandé même jouer cette finale. Et moi, j'ai validé qu'il ne joue pas contre Lille pour lui préserver et qu'il a dans l'optique de faire une grande match comme toute l'équipe. 100% concentré pour cette finale que les Monégasques veulent absolument remporter. Tombeurs de Caen, Nice et Montpellier, les hommes de Leonardo Jardim tiennent ici leur revanche en retrouvant les Parisiens en finale. C'est déjà une réussite, jouer une deuxième finale 2 années consécutives. Mais c'est sûr que nous avons l'ambition de remporter cette finale. Même, je le répète, PSG reste favori, c'est clair pour nous. Après, oui, la venue des présidents est une signe forte que tout le monde est mobilisé sur ce événement. Ce choc entre Paris et Monaco se jouera à guichet fermé samedi. Objectif donc ramener cette Coupe de la Ligue en principauté, compétition que les Rouges et Blancs n'ont plus gagnée depuis 2003. Et lors de sa présence au centre d'entraînement de La Turbie, Vadim Vassiliev a démenti la rumeur concernant le rachat du club monégasque par des investisseurs étrangers. Je vous propose justement de l'écouter à ce sujet. On a déjà démenti toutes ces rumeurs qui ont apparu dernièrement. Le président, depuis sa venue, est à 100% derrière le club. Il est l'homme fort de ce projet. Et donc sa venue est encore une fois une signe qu'il est derrière ce projet, qu'il est beaucoup impliqué. Il ne cherche pas la lumière, mais il est avec nous. Il a validé un grand investissement tout à l'heure pour le nouveau centre de formation. La construction pour 2 ans et demi, puis il faut des longues années pour avoir ce bâtiment porter ses fruits, un investissement autour de 55 millions. Est-ce que ce n'est pas une signe à long terme? Alors, quoi sera une signe pour implication à long terme? Et sachez que l'AS Monaco Basket s'est imposé hier soir en Turquie face à Banvit 85-77. Les Monégasques sont donc en ballottage favorable pour la qualification en demi. Match retour à Monaco ce mardi soir. Nous vous en parlions il y a quelques semaines sur Monaco Info. Un voilier a parcouru durant 16 jours les mers de l'extrême sud du globe afin de rendre hommage aux grands explorateurs. Christina Thomel a rencontré l'équipage de l'expédition Antarctique Blanc dans lequel se trouve un monégasque. C'est au bout du monde, à bord d'un voilier de 25 mètres de long et dans des conditions particulièrement extrêmes,
que cet équipage, composé de 12 navigateurs aguerris, a parcouru plus de 2000 km dans les eaux glacées de l'hémisphère sud. Après avoir traversé le passage de Drake, l'une des routes maritimes les plus dangereuses du monde, et après avoir essuyé plusieurs tempêtes, le monégasque David Gamba a vécu cette expédition de manière intense. Une expérience certes très difficile, mais des plus instructives. Sa mission à bord, observer les mammifères marins en temps réel et à l'état sauvage, afin de les répertorier pour transmettre ces informations aux scientifiques. À l'heure actuelle, les différentes observations des cétacés qui ont été faites, donc de baleines, ont été envoyées sur une base de données qui s'appelle Happy Whales, qui au niveau mondial en fait cherche à plotter grâce à la photo-identification, c'est-à-dire on prend une photo, on essaie de voir si cet animal est déjà connu grâce à des marqueurs uniques. Et là, ces photos-là sont en phase d'analyse pour savoir si effectivement on n'aurait pas rencontré une baleine qui était vue peut-être 6 mois avant sur la côte ouest des États-Unis ou peut-être devant l'Argentine ou le Brésil. Alors justement, cette expédition vous a permis également de découvrir ou enfin de rencontrer des baleines que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Tout à fait. Donc il y a eu 2 espèces que j'avais jamais vues. Donc ça a été assez difficile de les distinguer. Donc déjà mes premières baleines bleues, donc là c'est super parce que bon, c'est quand même l'animal le plus gros de la planète et ayant jamais existé. Et puis des petits rorquals assez furtifs quand même, qui s'appellent les rorquals de Say. Et si l'expédition Antarctique Blanc a dévoilé un axe scientifique, elle a aussi permis de développer un axe pédagogique. Les enfants et adolescents de la section sportive du Yacht Club de Monaco ont pu échanger à 2 reprises par téléphone avec l'équipage et se rendre compte des conditions extrêmes et des découvertes concernant les mammifères notamment. Ce sont des animaux qui sont vraiment là, on le voit, qui viennent là se nourrir, prendre des forces. Donc c'est vraiment une zone à préserver si on veut pouvoir encore espérer, du moins sur ces zones-là, pouvoir espérer voir encore des animaux pendant longtemps. Donc c'est des leçons c'est encore des leçons, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'éprouvette géante qui nous disent, voilà, malgré le fait que effectivement les populations là-bas ont été très fortement impactées pendant la période baleinière, il ne faut pas oublier qu'il y a 330 000 baleines bleues qui ont été tués pendant la période baleinière, c'est énorme, contre 8000 peut-être dans l'Atlantique Nord. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc là, on ne sait pas si les populations vont pouvoir remonter, mais en tout cas, il faut les préserver et continuer à analyser ce qu'on fait. Parce qu'à l'heure actuelle, tout va très très vite, du point de vue réchauffement climatique et de l'impact sur les animaux et sur les êtres vivants sur la planète. Une expédition qui a donc contribué à sensibiliser la jeunesse, mais surtout la population internationale sur l'importance de protéger les zones reculées de la planète. Découverte à présent d'un projet pédagogique qui lie l'école des Rêvoirs et le NMNM. Durant plusieurs séances, les élèves de l'établissement se sont penchés sur la fabrication de bas-reliefs. Sandrine Nègre a assisté au premier workshop. Vous êtes peut-être passé une ou plusieurs fois devant l'école des Rêvoirs située dans le quartier du Jardin Exotique. Mais vous êtes-vous arrêté devant ses façades et plus particulièrement ses décorations ? Eh bien, sachez qu'il y a 30 ans, elles ont été réalisées par l'artiste Denis Morog, tout comme celles de l'Office des émissions de timbre-poste à Fontvieille. En cette fin du mois de mars, c'est un projet pédagogique et artistique donc qui réunit ces élèves dans le hall de leur école. Aujourd'hui, on va faire un moule pour votre moulage, la semaine prochaine pour le plâtre. Donc ici, j'ai mis un carton. Ce carton, ici, il y a une ligne, il mesure 65 par 50 cm, ça s'appelle un format raisin. Et dans ce format raisin, on va rouler l'argile. Ça va être la base de notre moule. Donc vous avez ici du bois. Alors pourquoi j'aurais mis du bois ici ? Pour ne pas dépasser, exactement. Et aussi donner l'épaisseur de mon argile. Je vais prendre cet outil, il est très pratique, qui est un manche à balai. Et je vais rouler l'argile, d'accord ? J'ai trouvé qu'il était intéressant de faire découvrir à toute notre population scolaire que notre façade avait été décorée par un artiste. Donc nous avons l'habitude de travailler avec le nouveau musée et d'organiser des ateliers chez eux. Mais là, il nous semblait judicieux de venir sur place pour pouvoir observer la façade et puis essayer de reproduire cette idée de moulage et de volume, de creux de volume, avec des bas-reliefs faits maison. Car dans ce type de séance, justement, le travail artistique est à l'honneur, mais pas seulement, le travail d'équipe aussi. Les élèves vont aplatir, tasser, tester différentes formes, avant de s'arrêter sur un choix et tous les supports sont bons.
Bouchons de bouteilles, pots de yaourt et même morceaux de tuyaux. Dans un premier temps, ils sont venus à la Villa Saubert pour découvrir le travail de Denis Morog, pour en discuter ensemble, pour introduire un peu l'idée de ce workshop. Et là, aujourd'hui, ils mettent les mains dedans, c'est le cas de le dire, puisque ils ont chacun, par groupe de 3, 10 kg d'argile à commencer à mouler, de sorte à pouvoir réaliser les moulages de leurs bas-reliefs qu'ils réaliseront pour la présentation finale. C'est une belle opportunité aussi pour nous, le nouveau Musée national de Monaco, de venir à l'école. De revenir à l'école et de réaliser une série de projets qu'on souhaite réaliser davantage en milieu scolaire. C'est important de faire venir les enfants dans le musée, mais c'est aussi important que le musée rentre à l'école. Et nous suivrons dans quelques jours la deuxième séance de ce workshop qui permettra à ces élèves d'atteindre leur objectif et de présenter ces œuvres à la manière de Morog devant les autres élèves de l'établissement. Direction à présent la ville de Nice où les ballets de Monte-Carlo se produiront pour 4 représentations. Au programme Lac, une pièce culte de Jean-Christophe Maillot. Alexandra Pani a assisté à la Générale ce mercredi. Don't lose your dynamic in it. Because even when you walk here, a little bit like, oh, we don't have enough space. Dernier accord pour un spectacle qu'il connaît sur le bout des doigts. Un monument du répertoire classique auquel Jean-Christophe Maillot s'est attaqué en 2011 et qui depuis rencontre un franc succès, aussi bien en principauté qu'en tournée. Et c'est donc ce lac que les danseurs des ballets de Monte-Carlo proposeront au public niçois durant 4 représentations. Pour nous, c'est l'occasion de continuer dans la région à présenter plus de spectacles, à toucher aussi un autre public. Puis vous savez, les danseurs, plus ils dansent, plus ils sont heureux. Donc, en plus, le théâtre est magnifique. On sent vraiment que c'est un théâtre habité, donc c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Là, je pense que Irina voulait avoir le lac parce que je pense qu'elle a vu le spectacle qui lui a plu. Ça l'intéressait de montrer ce parti pris, la manière dont il était fait. Moi, je m'en remets souvent au choix des programmateurs. Si je m'écoutais, je diversifierais probablement de manière différente les spectacles. Alors, je me réjouis qu'il y ait des spectacles qui continuent à se jouer 20 ans après leur création. Finalement, c'est aussi ça, la richesse du spectacle vivant, hein, c'est d'être toujours surprenant, puisqu'on a toujours des nouveaux interprètes. Là, en l'occurrence, on va encore avoir des nouveaux interprètes, ici. Un nouveau cygne blanc, notamment, interprété par la jeune Catherine Schrader, arrivée il y a 2 ans à la compagnie. Après un premier rôle remarqué à Chicago dans La Belle, elle incarnera à Nice ce signe si emblématique. Ce côté un peu animal, le côté du cygne, et puis le fait qu'on repasse après, elle devient, quand la nuit tombe, la majesté de la nuit, elle perd tous ses pouvoirs, et donc c'est le cygne qui redevient humain. Et je pense justement ce contraste de travailler entre les deux, qui est, je trouve justement très touchant en fait, d'essayer de se mettre dans le rôle de ce cygne. Et après redécouvrir son corps en tant qu'être humain. Mimosa est l'un des piliers de la compagnie. Après avoir interprété le rôle de la reine à plusieurs reprises, elle incarnera cette fois-ci Sa Majesté la Nuit pour la toute première fois. Super heureuse de faire ce rôle parce que, en fait, dans la création, donc je faisais la reine et c'est Bernice qui faisait ce rôle. Et donc, vraiment, je l'ai vu plein de fois. J'étais avec elle sur scène. Donc, du coup, c'était vraiment agréable d'avoir ce partage. Ça m'a vraiment touchée aussi de pouvoir justement travailler ce rôle de Bernice dans le studio ensemble. Et m'a donné plein de petites histoires comme ça où voilà, ça m'a beaucoup aidé à justement construire, bien sûr à ma façon parce qu'on n'est pas pareil, mais je suis très heureuse. Un lac hors les murs à découvrir jusqu'à samedi. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'interprétation de Jean-Christophe Maillot de ce ballet mythique, dépêchez-vous, des places sont encore disponibles. Et ce sera donc la seconde fois que les ballets de Monte-Carlo se produisent sur la scène du Théâtre National de Nice. Un partenariat qui est le fruit d'une amitié entre Jean-Christophe Maillot et la directrice du théâtre Irina Brouk. Je vous propose justement de l'écouter. C'est un de mes grands plaisirs
en tant que directrice, parce que je suis depuis toute petite fan inconditionnelle du ballet classique de mon enfance, des Casse-Noisettes, etc. Et c'est vrai que dès que je suis allée là-bas je suis allée la première fois voir Casse-Noisette il y a quelques Noëls. Et à partir de là, on a commencé à avoir un échange et j'étais tellement contente de pouvoir avoir ce partenariat, de le montrer les ballets ici. Le public est enchanté. Moi, j'adore ce qu'ils font. Je trouve que les danseurs sont sublimes, ils sont beaux, merveilleux. Donc, je suis ravie d'avoir de la danse ici sur notre plateau de théâtre. La dernière fois, le public était vraiment ravi. Vraiment, je pense qu'on a dû rajouter un spectacle. C'était un tel succès. Donc c'est génial de pouvoir montrer quelque chose pour moi qui soit un succès, que j'adore et que j'ai envie de voir moi-même. C'est pas juste pour le public et pour bien faire, c'est parce que j'adore la danse et j'adore cette compagnie. Direction l'Allemagne pour assister au spectacle des Blue Man Group. C'est votre Focus Info signé Fabien Bonilla qui a découvert le show de ces 3 artistes avant leur venue en principauté. Voici donc ce que vous pourrez voir à l'Opéra Garnier fin avril. Hambourg, au Mir Theater, c'est ici que le Blue Man Group a posé ses valises durant 3 jours. Le Blue Man Group, ou encore BMG, est une formation fondée en 1991 à New York. Depuis, le BMG a captivé plus de 35 millions de personnes de tous âges et de tous milieux culturels. 7 troupes sont en représentation à travers le monde, une en tournée mondiale, celle-là, et 6 en résidence dans des théâtres comme New York, Boston ou Las Vegas. En ce qui concerne cette troupe, 27 personnes travaillent autour du show et il faut compter 7 semi-remorques pour tout installer. Les bonhommes en bleu passeront à Monaco pour la première fois dans le cadre de leur tournée mondiale du 26 au 29 avril. Avant cela, une délégation de la SBM en a profité pour assister au spectacle. C'est une grande fête autour de la musique, c'est un happening comme on dirait au siècle passé. C'est festif, c'est musical, c'est plein de couleurs, donc c'est ce qu'il nous fallait pour notre salle Garnier, pour Monaco. Puis c'est surtout un spectacle exclusif. On verra nulle part ailleurs, comme d'habitude. C'était important, dernière question, de venir ici pour rencontrer le groupe et le staff? Oui, parce que comme ils ont 7 semi-remorques sur la route, quand on se pose quand même des questions, savoir comment ça va rentrer. Mais le tour manager qui est Pete me dit tout va bien se passer. Puis c'est aussi important qu'on puisse découvrir et que vous puissiez montrer quelques images à nos chers téléspectateurs en principauté. À moins de 2 heures du show, les artistes non encore grimés se préparent pendant les balances avec leurs instruments atypiques, comme ces tubes de PVC. L'idée de départ des Blue Man, ou leur principal trait de caractère, a été la curiosité. Découvrir le monde en étant ingénieux. Lorsqu'il voyait des objets, il se disait « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Peut-être que si j'utilise ces tubes, on va se connecter avec les autres personnes, avec le public. Et c'est comme ça que ces différents instruments sont nés. Ces instruments ont été spécifiquement créés pour ce spectacle. Ce sont des instruments que l'on n'a jamais vus ailleurs. Ils ont été inventés pour ça. Ce ne sont que des tubes. C'est un concept très simple, de l'air qui rentre et qui circule dans ces tubes en PVC que l'on voit derrière moi. Ce qui est complexe, c'est la façon dont les membres du Blue Man Group jouent ensemble. En plus, les Blue Man ne parlent pas, ils sont muets. C'est une autre façon pour eux de s'exprimer et d'être interactifs entre eux et avec le public. Et ça se fait à travers la musique. C'est la première fois que l'on va aller à Monaco et on est très excités. Tous les membres du groupe ont crié « Oh, on va à Monaco, on va voir Monte Carlo, c'est génial !» Et ce qui est intéressant, c'est le contraste entre ce bâtiment ancien avec toute son histoire et notre show moderne et technologique. Je pense que ce sera très excitant de mélanger les deux. Après les balances, les artistes se métamorphosent plus qu'un concert, un véritable spectacle burlesque. Les performances de Blue Man Group mêlent art, musique, comédie et nouvelles technologies saupoudrées d'humour et de poésie. Voici un extrait.
C'était incroyable, génial, fantastique. C'est quelque chose de totalement différent et que l'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Oh, ce show est fantastique, il s'y passe tellement de choses hallucinantes, c'est vraiment génial, vraiment génial. Voilà, vous avez pu voir les Blue Man Group comme ça de très près, beaucoup plus près que ce que je pensais, ici à Hambourg. Et vous pourrez les voir aussi de près dans la salle Garnier du 26 au 29 avril. Ben oui. Oh, merci beaucoup, un souvenir. Thank you so much. Et pour terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. C'est une fin de semaine et un début de long week-end de Pâques en demi-teinte qui nous attendent. Ce vendredi, le temps restera couvert avec quelques rares éclaircies. Dans l'après-midi, possibilité d'orages et d'averses. Samedi, le temps se couvrira progressivement le matin. Comme la veille, des averses et orages seront possibles dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 9 degrés le matin et 15 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, retour d'un beau soleil, il soufflera une légère brise. Lundi de Pâques, le temps sera globalement clair, mais des passages nuageux sont prévus dans la matinée. De très rares éclaircies se faufileront entre les nuages. Dans les jours suivants, temps très instable entre éclaircies, nuages et orages. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne soirée à tous sur Monaco Info.